Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va démarrer d'abord avec notre focus. On va parler rap en vous présentant une chaîne YouTube qui s'attelle à redonner à ce genre musical longtemps critiqué. C'est vrai, l'image qu'elle mérite, on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, vous le savez, c'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Très contente toujours de vous retrouver. Pareillement. De quoi vous allez nous parler? Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du plan du gouvernement pour accélérer le déploiement de l'IA en entreprise. Merci beaucoup Lisa. Et puis dans l'Actu Tech aujourd'hui, en première partie d'émission, on va parler, vous le savez sans doute, d'un enfant de 2 ans qui passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran. Une statistique qui à elle seule interroge bien sûr sur notre époque et ses dangers. Alors en conséquence, le gouvernement frappe fort. Vous allez le voir, interdiction des écrans avant 3 ans, dans les crèches notamment, chez les nounous aussi et peut-être bientôt à la maison. Tout ça pose évidemment beaucoup de questions. Et peut-on vraiment bannir notamment les écrans dans un monde qui en est saturé? On en parle dans la première partie du talk. Et puis en deuxième partie, Sam Altman contre Mark Zuckerberg, OpenAI contre Meta. Derrière cette bataille de titans, une guerre plus discrète mais tout aussi décisive, celle des cerveaux, des talents et de notre avenir collectif. Les géants de la tech s'arrachent les meilleurs ingénieurs à coût de dizaines de millions d'euros. Tout ça devient complètement fou. Analyse et décryptage avec Lisa dans un instant. D'abord, place au focus. Initialement considéré comme un genre musical typique de la banlieue, le rap représente désormais 80% des albums les plus écoutés en France en 2023. Alors et si on redonnait au rap ses lettres de noblesse et si finalement les rappeurs étaient les nouveaux poètes de notre siècle? C'est toute la question que se pose la chaîne YouTube Le Règlement qui est notre focus du jour. Salut les champions! Si en 1970 nous parlions de disco, en 1980 de rock, eh bien aujourd'hui la place est au rap. Le Règlement est une chaîne YouTube qui met en lumière ce style musical très critiqué. Entre revues d'albums, critiques ou analyses, tout le rap français est passé au peigne fin. Si on élargit, on se rend vite compte que le rap, c'est le genre musical qui utilise le vocabulaire le plus large de tous, avec près de 500 mots par son en moyenne, contre 300 pour la pop et 200 pour le rock. Eminem utilise un vocabulaire 2 fois plus riche que Céline Dion par exemple. Vous pouvez pas comprendre. Bon, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de mots que c'est plus intelligent. I know words, I have the best words. Mais il suffit de se plonger dans quelques albums pour se rendre compte que le rap traite avec discernement et honnêteté de thèmes ultra variés comme la réussite, l'amour ou la liberté. Créée en 2016, la chaîne YouTube Le Règlement a pour but de redorer l'image de ce style musical particulier, mettre en avant les textes recherchés, répondre aux clichés les plus répandus ou encore simplement retracer le parcours du rappeur afin de mieux comprendre le sens de ses textes et ses inspirations. Nekfeu dissémine depuis longtemps dans ses textes des idées politiques et des revendications. Mais pour les étoiles vagabondes, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il s'est pour ça inspiré d'un de ses auteurs préférés, l'écrivain américain Jack London, et de son roman fantastique, Le Vagabond des étoiles. Pour resituer, Jack London, c'est l'auteur de Martin Eden, qui a donné le nom du premier son du premier album de Nekfeu. Et Le Vagabond des étoiles, c'est l'histoire d'un condamné à mort américain qui passe 5 années dans un cachot infâme et qui subit la torture de la camisole de force. C'est un livre engagé qui a eu un impact très important aux États-Unis puisqu'il a entraîné l'interdiction des camisoles dans les prisons et même carrément une réforme du système carcéral californien. Et le Fennec qui est maintenant connu et écouté sans qu'il peut lui aussi avoir un impact direct et important sur les causes qui lui sont chères. Comme il le dit dans Takotsubo. Donc je suis là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. Je suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Il n'a donc plus d'autre choix que de revêtir le costume de Ken, le justicier. Véritable phénomène, Le Règlement devient dès son arrivée sur YouTube une vraie star du réseau tout en gardant l'anonymat. Il parle aux jeunes, leur montrant une face qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas découverte, et parle aux plus âgés, faisant ressortir les bons aspects de ce qui n'est pas toujours, comme ils le pensent, péjoratif et dégradant. Le rap est en fait un des meilleurs outils pour lutter contre les discriminations. Hip-hop really is about fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. Et je suis presque certain qu'il va permettre de balayer les inégalités entre hommes et femmes également. On le remarque déjà avec plusieurs rappeurs qui clarifient ouvertement leur message pour faire la part des choses, comme Nekfeu, qui est un des rappeurs les plus influents en France. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma soeur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. Certains vont même jusqu'à faire des sons pour dénoncer le sexisme directement, comme Vince par exemple. Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Hey madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Après 8 ans et plus d'1 200 000 abonnés, le règlement laisse maintenant place à plus de créativité et à diversifier son contenu, délaissant les analyses. Mais le youtubeur persiste dans son envie de mettre en avant les bons aspects de ce qui est aujourd'hui le style musical le plus écouté en France.
Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Allez, autre chose maintenant. Faut-il interdire les écrans ou repenser complètement notre rapport au numérique ? À l'heure, effectivement, où les autorités sanitaires alertent sur les effets des écrans et ce, dès la petite enfance, le gouvernement durcit le ton. Faut-il éduquer dans un monde saturé d'écrans ? Surtout, comment éduquer, évidemment, et puis comment accompagner surtout les familles sans les culpabiliser ni les infantiliser ? C'est tout l'enjeu de notre débat. On en parle avec Lisa tout de suite dans la première partie du talk. Lisa, on va en parler avec vous effectivement parce que c'est une annonce qui fait grand bruit. Et effectivement, l'interdiction des écrans pour les moins de 3 ans marque un tournant symbolique fort. Déjà, peut-être pour ouvrir le débat, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que c'est plutôt assez positif dans la mesure où on se saisit vraiment enfin du sujet autour du numérique parce que régulièrement, on a eu des petites annonces, peut-être plus des effets d'annonces d'ailleurs, que de vraies mesures qui ont été prises. Et quelque part, je trouve que ça va dans le bon sens parce que ça permet de sensibiliser le public. Alors, sensibiliser le public, effectivement, mais est-ce que c'est plus une mesure de santé publique ou un aveu d'échec collectif sur notre rapport collectif au numérique ? Alors, je vais d'abord débunker le fait que pour moi, ça ne soit pas du tout un aveu d'échec, dans la mesure où ça serait un échec si ça ne s'intégrait pas justement à une politique un peu plus globale, c'est-à-dire si on interdit les enfants au moins de 3 ans mais qu'on n'en encadre pas l'usage plus tardivement, que ça soit à l'école primaire, au collège, au lycée. Et ça le serait aussi si il n'y a pas un accompagnement aussi des familles, qu'il n'y a pas une coordination avec l'école, etc. Là, ça deviendrait un échec. En revanche, comme je le disais en introduction, quand vous m'avez demandé mon opinion, c'est plutôt positif, puisqu'on répète tout le temps, effectivement, et y compris sur ce plateau, qu'on a besoin d'éduquer les plus jeunes et aussi les générations au-dessus, les parents, les enseignants à l'utilisation du numérique. Et voilà, c'est des mesures qui vont dans ce sens-là. La seule chose, effectivement, qu'on peut peut-être, entre guillemets, reprocher à la France, c'est une réaction peut-être un peu tardive, dans la mesure où aujourd'hui, en France, on a plus de 50% des enfants de moins de 2 ans qui sont déjà exposés aux écrans quotidiennement. Et surtout, si on se compare à certains de nos voisins européens, notamment dans les pays nordiques, on sait qu'ils sont déjà bien plus avancés sur tous ces sujets-là. D'un côté, et c'est vrai, vous en parlez, l'école se numérise à marche forcée, on en parle quasiment tous les jours ici dans l'école du futur, et d'un autre, on bannit les écrans justement chez les tout-petits. Est-ce que c'est le signe, Lisa, d'une absence de vision systémique sur l'enfance à l'ère numérique, à l'ère digitale aujourd'hui ? C'est surtout révélateur du fait que le numérique, mais aussi l'école numérique, avance plus vite que la formation à la fois des décisionnaires d'un point de vue politique, à la fois des enseignants, des chercheurs sur les bons usages autour du numérique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, on peut quand même admettre qu'il y a effectivement... qu'il n'y a pas une feuille de route, si vous voulez, qui soit transversale en fait sur le numérique et qui intégrerait du coup à la fois les questions de santé mentale, le développement cognitif et aussi l'inclusion. Parce que les politiques publiques, effectivement, et vous en avez parlé tout à l'heure, semblent réagir a posteriori, toujours avec un petit peu d'effet de retard aux effets du numérique. La question qu'on peut se poser évidemment, c'est pourquoi on attend de mal aujourd'hui en France à anticiper, à penser l'impact de la tech en amont. Comme je vous le disais, il y a effectivement le temps politique et le temps technologique, c'est-à-dire que l'innovation va beaucoup plus vite, toujours effectivement. Plus vite, Voilà, c'est ça. Parce que aussi, il y a une dépendance, je crois, vis-à-vis des industries, dans la mesure où les autorités politiques ont longtemps compté, je crois, sur un petit peu l'autorégulation des géants de la tech, parce qu'il y a aussi beaucoup de nos responsables politiques et publics en France qui sont passés par des écoles comme Sciences Po, l'ENA, le droit, et qui donc ne sont pas forcément formés sur ces enjeux de tech, voilà, et donc qui n'ont pas forcément toutes les réponses. Et puis aussi parce que malheureusement le système politique français veut que tout soit fait un petit peu en silo et qu'on ait du mal à avoir une communication parfois entre les différents ministères, et donc ça ralentit forcément les prises de décision. On peut se poser aussi la question, et d'ailleurs certains de nos invités l'ont posé ces dernières semaines, le sujet est-il vraiment les écrans auprès des enfants ou plutôt les contenus auxquels ils sont exposés ? Alors, moi, je suis partisane de dire qu'effectivement, l'essentiel, c'est
l'éducation au numérique plutôt que d'interdire à proprement parler. Encore une fois, si on prend l'exemple de la Norvège ou d'autres pays, effectivement, il y a une volonté non pas de réguler à tout prix et d'interdire l'utilisation des écrans, c'est vraiment de comprendre comment l'utiliser correctement. Et je pense que c'est là, en fait, que le débat devrait se centrer parce que, effectivement, les écrans existeront toujours. Il y aura de plus en plus de contenus. Les contenus sont créés et les plateformes aussi, sont créés dans un sens où on a envie de rendre ça plus addictif, etc. C'est le fameux temps d'attention qui est l'économie de toutes ces plateformes. Donc, en fait, il faut apprendre effectivement, non pas à réguler l'outil qui en lui-même n'est pas... faut pas le diaboliser. Je veux dire, un téléphone en lui-même, c'est pas le souci. C'est l'utilisation qu'on en a et c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Les politiques publiques, donc on l'a dit, réagissent a posteriori aux effets du numérique. L'exposition précoce a forcément des effets, effectivement, à la fois sur l'impact, sur le cerveau des enfants, sur la lumière bleue, sur leur vision et sur leur compréhension du monde aussi. Les grandes entreprises du numérique, vous avez parlé des plateformes aussi, ont-elles, selon vous, une responsabilité dans la captation attentionnelle dès le plus jeune âge ? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce que le design des produits en eux-mêmes, des couleurs vives, des boucles de récompense, des sonorités qui sont stimulantes, tout ça c'est pensé pour retenir l'attention. Donc bien évidemment qu'ils ont leur part de responsabilité. Ils ont aussi leur part de responsabilité du côté des services marketing qui forcément bombardent les familles en leur disant que leurs applis sont bien dès le plus jeune âge parce que ceci, parce que cela, mais sans donner les clés aussi pour en avoir un usage qui soit sain et maîtrisé. Et puis aussi parce que la plupart là je vais plus me concentrer sur les plateformes, mais ont des algorithmes qui ne sont pas adaptés au développement infantile. Faut-il interroger aussi notre propre rapport culturel au divertissement, parce que ça va aussi bouleverser, on l'imagine, le planning, le fonctionnement même des familles qui pouvaient mettre leur enfant devant un écran pour faire une sieste ou avant une sieste ou pour avoir la paix aussi. Oui, alors après ça, je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus culpabiliser les parents qui de temps en temps donnent l'accès à l'écran, un écran à leurs enfants, parce que déjà il y a des écrans partout aujourd'hui et que c'est parfois difficile de justement filtrer tout ça, que en plus, je pense qu'on prend la plupart des parents, ils le font pas toujours de bonté de cœur, ou alors ils sont pas extrêmement fiers quand ils le font. Donc tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut pas non plus les culpabiliser dans la mesure où aujourd'hui nous vivons à 100 à l'heure. On a une logique toujours de productivité qui fait que parfois les parents sont fatigués, eux-mêmes aussi, leur attention est tout le temps stimulée par leurs propres écrans. Donc c'est difficile. Après, il faut juste se rappeler que il y a encore une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, on arrivait quand même à faire sans les écrans. Donc je pense que c'est bénéfique à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants de ralentir un petit peu et de reprendre le temps d'avoir des activités loin des écrans, même s'il existe bien évidemment des alternatives aux écrans. Toujours. Voilà. Et c'est important effectivement à s'aligner et tout ça est peut-être très bien aussi pour un autre marché, celui du divertissement et des jeux. Justement, on en parlera en tout cas dans le cours des prochaines semaines. Avant de passer d'abord à la deuxième partie de l'émission, évidemment vous le savez, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est toujours le meilleur d'Internet et c'est Jean Martineau. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world.
Oh my God! Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? Yeah. You want to give it you want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Into the habit, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre experte de l'intelligence artificielle, la technologie et aussi du numérique, Lisa de Bernard. Et maintenant, on va laisser place à votre chronique puisque vous avez toujours une idée derrière la tech. Et au programme aujourd'hui, depuis quelques mois, l'ambition du gouvernement sur un autre sujet, là aussi, est très claire. Il veut accélérer sur l'intelligence artificielle. Ce sont désormais les entreprises qui sont visées. Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'IA et du numérique, a récemment d'ailleurs dévoilé un plan baptisé « Oser l'IA ». Objectif généralisé de l'usage de l'IA dans toutes les entreprises d'ici à 2030. Vous nous détaillez ce plan, Lisa ? Absolument. Ce plan gouvernemental lancé le 1er juillet 2025, donc il y a à peine quelques jours, vise à ce qu'un maximum de grands groupes, de PME, d'ETI et de TPE utilisent effectivement l'IA d'ici 2030. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, seulement 53% des grands groupes se sont saisis de cet outil, 13% pour les TPE, PME, et puis 13% pour les PME, et justement pour les TPE, on descend encore à 8%. L'idée, donc, ça sera de lever, donc, bien évidemment, les freins techniques, mais aussi culturels, puisque l'un des problèmes, selon le gouvernement, serait le fait que l'IA intimide. Il faut donc lever ce verrou culturel en priorité. Alors justement, Lisa, quelles étapes ont été imaginées pour venir à bout de ces freins ? Eh bien, il y a 3 axes principaux qui ont été identifiés: sensibiliser, former, accompagner. Sensibiliser donc avec un réseau de 300 ambassadeurs IA, donc des experts, des chefs d'entreprise, pour promouvoir des usages concrets par secteur. Il y a également l'enjeu de la formation, avec 15 millions de professionnels d'ici 2030 qui seront formés via une plateforme baptisée Académie de l'IA, qui sera opérationnelle dès octobre 2025. Et dans cette même perspective, le gouvernement souhaite également axer sur les formations universitaires. Et puis, dernier point, accompagner et financer avec un fonds de garantie bancaire pour financer des projets allant jusqu'à 500 000 euros, jusqu'à 40% également du coût des diagnostics IA, ce n'est pas facile à dire, non, qui sera pris en charge à hauteur donc de 5 000 euros, enfin de 5 000 petites et moyennes entreprises. Et puis, il y aura aussi 200 millions d'euros qui seront dédiés à l'accompagnement. Cocorico, c'est plutôt bon tout ça. Quel enjeu justement pour l'économie française ? Eh bien, plusieurs objectifs dont on a déjà parlé. D'abord, gagner en productivité et en compétitivité, notamment dans l'industrie, l'agriculture et la santé. Et ensuite, éventuellement, renforcer la souveraineté numérique. Ça peut être utile en poussant des solutions françaises et européennes. Merci beaucoup, Lisa, pour cette chronique. Et on est toujours évidemment sur le plateau. Et puis, on va lancer tout de suite avec Lisa, toujours la deuxième partie du talk. Et
Et au programme de cette deuxième partie, les tensions évidemment entre Sam Altman d'OpenAI et Mark Zuckerberg de Meta, la maison mère de Facebook. C'est une guerre des talents, vous allez voir, on va en parler. Sur l'intelligence artificielle, il y a des enjeux culturels, des enjeux géopolitiques, économiques aussi, qui entrent en compte et en jeu dans cette rivalité. Première question peut-être, Lisa, est-ce qu'on assiste vraiment à une guerre technologique ou plutôt à une guerre d'ego entre deux grandes figures maintenant de la Silicon Valley? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Allez, dites-nous tout. Mark Zuckerberg a raison de débaucher chez Sam Altman vu la puissance de son outil, donc technologiquement ça s'entend. Et dans un autre sens, on sait que ce sont deux personnages publics et c'est pas les seuls dans le milieu de la tech qui n'hésitent pas à partager avec le plus grand nombre leurs pensées sur leurs concurrents. Donc je pense qu'il y a effectivement un petit peu des deux qui est en jeu. Alors parce que ce qui est en jeu aussi, c'est que Mark Zuckerberg, donc de Meta, propose jusqu'à 100 millions de dollars. C'est un truc complètement dingue pour recruter les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Ça, évidemment, ça pose de nombreuses questions. La première, c'est est-ce qu'on peut encore croire à une éthique du progrès dans l'intelligence artificielle, dans cette course à l'armement industriel technologique? Comme vous le voyez, mon visage est très expressif depuis qu'on a Je vois ça, ouais. Non, effectivement, là, on se retrouve un petit peu, si vous voulez, dans une espèce de course où l'IA risque d'être pilotée par des intérêts privés, que ça soit entre Meta, OpenAI, Anthropic. Voilà, c'est eux qui aujourd'hui façonnent les super intelligences, et cette concentration, si vous voulez, du pouvoir technologique autour d'entreprises privées, forcément ça affaiblit le débat démocratique, et du coup on parle plus vraiment de progrès pour tous, mais plutôt d'une compétition pour la domination. Donc malheureusement, pour ce qui est de l'éthique autour du progrès, on repassera. Voilà, et puis surtout voilà, le progrès en fait ne repose plus, si vous voulez, sur de la science ouverte, mais sur des stratégies d'entreprise, avec derrière le fait qu'on n'a pas de garantie quant au fait que la culture d'innovation soit préservée, puisque l'idée c'est avant tout de pouvoir répondre à des enjeux financiers. Est-ce qu'on peut comparer cette guerre des talents à laquelle on assiste outre-Atlantique à un mercato façon Ligue des Champions? Oui, on peut, dans la mesure où les sommes qui sont mises sur la table effectivement sont assez astronomiques, et puis il y a cette volonté d'aller chercher dans les équipes des autres, mais il faut se rappeler que bon, c'est quand même pas tout à fait les mêmes enjeux entre aller chercher un footballeur et aller chercher les meilleures têtes pensantes de l'IA, dans la mesure où c'est un outil qui mondialement a quand même une mainmise, et on l'aura de plus en plus. Et puis il y a aussi des risques, faut le rappeler, de surenchère inutile. Et d'ailleurs, visiblement, OpenAI critique l'approche quand même qu'a eu Mark Zuckerberg. Donc on peut s'imaginer que peut-être, dans un élan justement d'éthique, OpenAI n'ira pas surenchérir dans ce sens-là. 100 millions de dollars par an, évidemment, c'est vrai que ça a de quoi de faire rêver. Ça ressemble quoi d'ailleurs aujourd'hui à un talent en intelligence artificielle, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent et qui se disent qu'ils ne voulaient peut-être devenir chercheurs ou ingénieurs, mais là ils vont peut-être changer de braquet et se dire en fait l'IA, on peut faire tellement de choses avec, et c'est tellement l'avenir, et surtout ça rapporte tellement visiblement dans ces grandes entreprises que c'est peut-être ça l'avenir. Ouais, je pense que là, de toute façon, on arrive à une ère où effectivement, c'est des outils qu'il va falloir savoir maîtriser, et c'est qui se profile dans la mesure où de plus en plus on entend dans les parcours académiques que des enseignements en ce sens seront intégrés. Voilà, donc on ne peut pas se leurrer sur le fait qu'effectivement dans le futur on ait besoin de plus en plus de talents dans ce sens, d'autant plus que si on parle très spécifiquement des experts de haut niveau en IA, aujourd'hui on en a très peu à l'échelle mondiale, on en compte environ 2000, donc pour l'instant on a presque une pénurie, on a des fuites de cerveau, on a une véritable concurrence, et ce qui se passe aujourd'hui entre Meta et OpenAI en est la preuve. Après, pour parler spécifiquement de ce qu'est un talent en IA, je pense que ça reste encore assez large, dans la mesure où, comme l'IA est encore en plein développement, finalement, je pense que la palette des talents, justement, n'est pas encore complète. En revanche, ce qu'il faudra savoir maîtriser,
utiliser pour pouvoir se démarquer, c'est des architectures de modèles en LLM, du hardware, des algorithmes, voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est du technique. Les compétences du futur, donc si vous voulez devenir riche en travaillant dans l'une de ces entreprises, voilà ce qu'il faut apprendre à l'école et à l'université. Après, évidemment, ça pose d'autres questions aussi. Concentrer autant de talents sur l'intelligence artificielle dans quelques entreprises privées, est-ce que ça, c'est encore viable pour l'innovation, pour l'avenir de la technologie ? On peut s'interroger sur éventuellement un effet peut-être un peu de bulle qui finirait par éclater, comme on a régulièrement. N'abusons pas tout de même, mais des bulles du point de vue économique. Aujourd'hui, les géants de l'IA, voilà, exactement, investissent des milliards dans les centres de données, dans du matériel très puissant. C'est un peu devenu la norme en entreprise, mais cette course, si vous voulez, à vouloir toujours plus, finalement, ça pourrait se retourner envers ces entreprises, puisque mine de rien, à côté de ça, on a toujours les besoins en calcul qui explosent, les coûts du coup qui explosent eux aussi, et le fait que pour l'instant, en tout cas, le système repose sur des talents qui coûtent de plus en plus cher. Donc, on n'est pas à l'abri d'un essoufflement. On verra à l'avenir. Malheureusement, on n'a pas encore de boule de cristal pour pouvoir on aimerait bien. On aimerait bien. On aimerait bien, surtout que ce soit OpenAI, Meta, Anthropic et d'autres. Est-ce qu'ils ont des visions véritablement différentes aujourd'hui de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'ils sont devenus un peu les clones les uns des autres? Malheureusement, je pense que ça se ressemble de plus en plus. Ouais. Alors bien évidemment, c'est comme n'importe quelle entreprise, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on parle d'entreprise. Chacun va mettre en avant certaines compétences sur lesquelles ils ont un peu plus accès. Voilà. Mais finalement, je veux dire, il y a une tendance à l'uniformisation des modèles d'exécution, même si les visions et les usages peuvent un petit peu diverger en fonction des entreprises. Et les écoles d'ingénieurs et universités françaises peuvent-elles encore rivaliser, ce sera ma dernière question, face aux moyens colossaux de Meta, d'OpenAI et d'autres? Malheureusement, et encore une fois, ça ne se vérifie pas que sur l'IA, les étudiants quittent de plus en plus tôt, si vous voulez, les universités et se tournent vers des startups. Faute de moyens, justement, et aussi d'attractivité académique, comme on peut avoir de grosses pressions sur les cursus, notamment pour rester technologiquement à jour. Ça peut être difficile, effectivement, de rester attractif dans ces conditions. Et comme je vous le disais, on assiste malheureusement à la fuite des cerveaux et du coup forcément à un déficit du côté de la recherche publique, sachant que la recherche est déjà grandement en difficulté. Tout à fait. En termes de budget. On en a parlé récemment d'ailleurs avec vous sur ce plateau. Il y aurait encore plein de choses à dire, effectivement. Vous serez là, je l'espère en tout cas, Lisa, pour continuer à en parler au cours de la saison prochaine. En tout cas, merci infiniment d'avoir été à mes côtés cette année, au moins une fois par semaine et même plus, dans le cadre de cette émission L'actualité tech. Et puis en tant que chroniqueuse, ça a été un vrai plaisir de vous avoir parmi nous, parce que c'était effectivement la dernière émission de la saison. Et puis c'était aussi ma dernière émission ici chez School TV à la tête de l'école du futur, voilà, qui marque la fin de 2 très belles années passées à vos côtés, 2 années d'interviews, de rencontres, d'idées partagées, de regards croisés sur ce qui fait et ce qui fera l'école, la jeunesse et l'avenir de demain. Alors merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été aussi nombreux, fidèles aussi. Merci également à la rédaction pour sa confiance, pour la liberté que vous m'avez offerte, et puis bien sûr pour le bonheur absolument immense que c'est de travailler avec chacun d'entre vous. Merci aussi à toute mon équipe, d'abord mes chroniqueurs évidemment, et puis tous les stagiaires, les alternants qui ont fait partie de l'aventure. Ce sont des visages que vous ne voyez pas forcément à l'écran, mais évidemment sans eux, il n'y aurait aucune émission. Et puis bien sûr, celui qui est à la tête de cette émission en régie et surtout tous les jours dans mon oreillette, Édouard Degnaud, c'est lui qui m'a formé à ce merveilleux métier. Et c'est un bonheur immense de collaborer avec toi, cher Édouard. Depuis 2 ans, ensemble, en tout cas, nous avons tenté de faire naître un vent d'optimisme sur l'école. Et Dieu sait que c'est important de mettre en avant celles et ceux qui la font, non sans difficulté. On a essayé de parler de ces révolutions comme des craintes légitimes qui sont parfois les vôtres. Se tient en tout cas de vous quelqu'un qui y croit
En l'école française, l'école non pas comme un lieu de savoir, mais comme un lieu où on apprend à être, là où les valeurs du passé se transmettent, oui, mais là aussi où l'avenir s'invente, se prépare, s'écrit. Et plus j'ai animé cette émission, c'est vrai, avocatée, notamment Lisa, plus j'ai rencontré celles et ceux qui font l'école, plus cette conviction est devenue absolument inébranlable. Celle que chaque génération, pardon, je suis un peu longue, mais c'est important, peut devenir plus libre, un peu plus éclairée, un peu plus humaine que la précédente. Alors aujourd'hui, je m'éloigne de ce plateau, mais je resterai pas très loin. Je pars avec toutes ces certitudes, évidemment, ancrées au cœur. Et puis, je continuerai autrement, ailleurs, à porter cette voix-là. Merci en tout cas à vous de m'avoir permis, pendant 2 ans, de faire vivre cette certaine idée de l'école à vos côtés. Et d'ici à nos retrouvailles, comme toujours, prenez bien soin de vous. Ciao.